Alors aujourd'hui, André et Jean-Michel, nous allons avoir un premier invité que nous connaissons, que l'on connaît à Nice puisqu'il est déjà venu, et il est venu il y a déjà quelques années quand même. C'était au tout début de l'affaire Al-Doura. Il venait nous présenter il a fait une conférence formidable, époustouflante en tout cas au point de vue de la démonstration de ce qu'était ce montage. Et nous allons parler aujourd'hui avec lui. Bien sûr, je veux parler de Philippe Carsanti. Philippe Carsanti qui va être avec nous dans quelques instants. Et puis avec nous aussi quelqu'un qui a suivi l'affaire depuis le début, et je voulais vraiment qu'il soit avec nous puisqu'il faisait partie de l'équipe. Et qui est acteur de la visite de Philippe. Oui, et qui fait partie de l'équipe. Il s'agit de Jacques Formand, qui faisait partie de cette équipe-là, qui a soutenu Philippe de toutes les manières. Et donc j'aimerais justement qu'on puisse à nous tous faire un point sur cette affaire Al-Doura qui vient de rebondir récemment avec ce rapport qui a été remis par le gouvernement israélien. Alors je pense que notre ami Philippe est en ligne. Philippe Carsanti. Bonjour, je suis là. Bonjour Philippe. Bonjour, et je pense Philippe que Carsanti. Jacques également est avec nous. Jacques Formand, vous êtes là? Ah, super, Jacques. Bonjour, Jacques. Voilà, je te laisse qu'il soit là, Philippe. Bonjour. Mais Jacques est en Israël ou Jacques est En Israël. Ah, là, là. Alors Philippe, Jacques se trouve actuellement... On t'entend par téléphone, hein? Voilà. D'accord. Alors ça va être un peu compliqué pour gérer tout cela parce que c'est en direct évidemment. Alors il va falloir qu'on se laisse la parole les uns les autres. Il va nous falloir un peu de discipline à chacun. Ceci dit, Philippe, simplement en deux mots, c'est que Jacques se trouve à Ashkelon, effectivement, il a fait son alia depuis quelques temps, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'il est avec nous aujourd'hui à l'antenne. Alors Philippe, pour te présenter, enfin on ne te présente plus à notre antenne depuis plus de 12 ans maintenant. Je pense que... je dis vous, je dis tu, je veux dire vous, allez, vous battez sur le... Tu te bats sur le relâche pour dénoncer un montage médiatique qui a été terrible. Bien sûr, il s'agit de l'affaire Al-Doura. Alors, tu as parcouru, il faut le dire, inlassablement le monde pour démontrer, preuves à l'appui, que tout prouvait dans cette affaire que c'était une mise en scène destinée à faire haïr davantage Israël, et je pèse mes mots, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Le journaliste Daniel Pearl l'a payé de sa vie, pas seulement lui, beaucoup d'autres qui ont perdu leur vie souvent d'une manière atroce, à cause justement de ce reportage qui longtemps est passé en boucle et qui a fait le tour du monde. Alors, on ne compte pas toutes les fois où tu as été traîné devant les tribunaux. Encore hier, c'était le cas parce que tu étais devant la cour d'appel. Alors déjà, dans un premier temps, comment cela s'est-il passé dans cette cour d'appel? Ça s'est passé très simplement, c'est qu'on est arrivé pour attendre l'arrêt de la cour d'appel. Tu sais que le procès a eu lieu le 16 janvier 2013. Ensuite, on attendait l'arrêt de la cour d'appel qui devait venir le 3 avril 2013, donc il y a un peu plus d'un mois et demi. Et finalement, ce jour-là, la cour d'appel a dit qu'ils ne pouvaient pas rendre leur jugement, leur décision. Donc ça a été reporté au 22 mai hier. Et donc le 22 mai hier, ils ont annoncé qu'ils n'étaient pas encore en mesure de rendre leur décision et qu'ils ne la rendront qu'à partir le 26 juin prochain. D'accord. Donc pour le moment, est-ce que vraiment on va dire que ce qu'on attend de cet arrêt-là est important là en ce moment? Alors, au niveau de la communication, oui. Dans le fond, pas du tout. Au niveau de la communication, tout simplement parce que si pour une raison technique, puisque si je suis condamné en diffamation, ce ne sera que pour une raison technique. Et la raison technique, ils chercheront à dire qu'en fin de compte, quand j'ai publié mon article en 2004, je ne disposais pas des éléments nécessaires pour affirmer que c'était une mise en scène. Moi, je pense avoir prouvé le contraire lors du procès qui a eu lieu en janvier dernier, mais en ce qui concerne cette décision, ce n'est qu'une décision je dirais, technique de diffamation. Pour le reste, le fond, on a démontré que c'est une mise en scène. La vraie chose importante, c'est le rapport israélien, qui est la publication du rapport officiel israélien, parce que ça, c'est une démonstration technique, scientifique, et que pendant des années, le gouvernement israélien a été silencieux. Et pendant des années, les autorités françaises, le gouvernement français, puisque j'ai été en contact avec le gouvernement français pendant de nombreuses années, France Télévisions et les soutiens de France Télévisions ont toujours dit on ne peut pas vous donner raison parce que le gouvernement israélien n'est pas de votre côté. Et donc ça, c'était l'argument majeur de Charles Anderlin. D'ailleurs, même au procès, Charles Anderlin a affirmé que le gouvernement israélien n'accordait aucun crédit à ce que j'affirmais. Donc ça donnait un argument de poids
à mes détracteurs. Tout à fait. Jacques Ashkelon, est-ce que tu voudrais poser des questions à notre ami Philippe? Une question, non, mais je connais pas aussi bien que Philippe, mais je l'ai accompagné dans ce combat depuis 12 ans. On essaie aussi en Israël de faire quelque chose. Il y a déjà eu, quand il s'est présenté aux élections, on l'a aidé. Et, bon, Philippe, c'est un ami, hein, et on y croit, on croit en ce qu'il fait. Simplement, je voulais lui poser une question concernant la pétition actuellement contre Anderlecht. Est-ce qu'il est au courant de cette pétition? Et en même temps, tu sais que dans cette pétition, il est demandé qu'on lui enlève sa carte de presse, la Légion d'honneur, et qu'on la mette à Philippe. Bon. Alors, je trouve ça marrant d'ailleurs, c'est même pas. Et je crois que hier j'ai regardé, il y avait presque 1000 signatures. Est-ce qu'elle circule en France? Je veux savoir. C'est la question que tu la poses à Philippe. À qui tu la poses? Alors, je voudrais répondre, c'est très important. La question sur la pétition est extrêmement importante, puisque je viens de diffuser un communiqué de presse qui est sorti, j'espère qu'il est sorti parce que je l'ai envoyé à des médias tout à l'heure, en demandant à ce qu'on arrête de faire circuler ces pétitions qui sont totalement contre-productives et je dirais qui apportent de l'eau au moulin de Charles Anderlecht, qui arrive à se victimiser. Donc j'insiste sur un point, ces pétitions me causent du tort, ces pétitions qui sont parfois peut-être bien, qui sont certainement bien intentionnées, les gens ne se rendent pas compte de l'impact que cela a. Le vrai problème dans cette affaire-là, ce n'est pas Charles Anderlecht. Le vrai problème, c'est le mensonge Al-Doura. Le mensonge Al-Doura a été certainement fait par son caméraman. Lui l'a commenté, il n'était pas sur place, il a fait le reportage, il le défend depuis 12 ans. Mais derrière, c'est la chaîne de télévision qui a une responsabilité. Et je dirais encore plus loin, c'est l'État français. C'est l'État français aujourd'hui qui, avec nos impôts, paye de la propagande antisémite. Donc, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, je suis allé à l'Élysée, je leur ai montré, les gens ont reconnu que c'était une mise en scène, mais simplement, ils n'ont rien fait. Pire que cela, Nicolas Sarkozy a fait remettre la Légion d'honneur à Charles Anderlecht. Derrière cela, quand François Hollande a été élu, je suis aussi allé à l'Élysée, j'ai fait aussi ces contacts avec les conseillers de François Hollande sur ces sujets-là. Ils savent très bien que j'ai raison. Pour des raisons politiques, ils ne font rien pour le moment. Moi, je dis simplement une chose. Aujourd'hui, la responsabilité n'est pas à Charles Anderlecht. Je dirais la responsabilité majeure n'est pas à Charles Anderlecht. La responsabilité, c'est l'État français et c'est la chaîne de télévision française. Maintenant, je voudrais aussi ajouter une chose très importante, puisqu'on parle de pétition. La pétition face à Charles Anderlecht ne me semble pas pertinente. En revanche, peut-être qu'il faudra vraiment lancer une action en Israël pour demander pourquoi et essayer d'obtenir une commission d'enquête en Israël pour savoir pourquoi et comment Charles Anderlecht et France 2 ont pu rester pendant 12 ans avec une forme de protection silencieuse de certaines autorités israéliennes. Et ça, je crois que c'est le vrai sujet. Comment se fait-il qu'en Israël, il a fallu 12 ans pour qu'un rapport officiel vienne contredire les affirmations de France 2? J'ai peur, Philippe, qu'il ne faille autant de temps pour trouver la réponse à ta question. Non, je ne crois pas. Non, il y a des gens en Israël qui souhaitent voir la vérité jaillir. Et c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai publié ce matin un article dans le Jerusalem Post en anglais, dans lequel justement j'appelle à la création de cette commission d'enquête, et j'ai reçu de nombreux intellectuels israéliens des messages de soutien en me disant vous avez entièrement raison, on est tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, sur un dernier point que Jacques a abordé, au sujet des élections, oui, l'année dernière, Jacques m'a beaucoup aidé dans le cadre des élections des Français de l'étranger, notamment les Français d'Israël. C'est vrai que je suis arrivé premier en Israël et que j'en ai été content, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que les Israéliens ne se sont pas mobilisés et ne sont pas allés voter. Et j'ai une information, Jacques, que tu pourras transmettre à nos amis d'Ashkelon et d'ailleurs, c'est que les résultats du vote sur Internet pour l'élection qui a lieu cette année, puisque l'élection a été annulée parce que la candidate socialiste a été invalidée, le vote Internet prouve qu'en fin de compte, les Italiens ont encore voté cette fois 2 fois plus que les Israéliens sur Internet. Ça veut dire qu'on est dans une situation où, en fin de compte, cette élection se fera en Italie et pas en Israël. Sauf si vous vous mobilisez. Okay. Et comme tu le sais, Jacques, moi, le candidat que j'ai choisi, parce que c'est celui qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été parfait dans tous les combats, que ce soit des combats politiques ou des combats Al-Doura, c'est le seul, et j'insiste bien, c'est le seul, c'est Jonathan Simon-Selem du site jssnews.com.
encore. Ok, Philippe. Voilà. Alors moi j'aimerais qu'on revienne à l'affaire Al-Doura. Et j'aimerais déjà savoir dans un premier temps, avant de passer la parole à mon ami Jean-Michel ici, déjà si Jacques a eu sa réponse. Est-ce que tu es satisfait de la réponse de Philippe? Allô? Alors Jacques semble aller faire un tour. Je pense qu'il va revenir. Alors Jean-Michel, ta question? Oui, bonjour Philippe, c'est Jean-Michel. Bon, d'abord, c'est très important de préciser qu'il ne faut pas souscrire à cette pétition, parce qu'elle circule toujours sur Internet. Donc, ne pas souscrire à la pétition qui demande la démission du journaliste. Je demande simplement même à ce qu'on arrête. Je demande à ce qu'on arrête de faire la démission. Il y a une démission, il y a une pétition même en Israël qui circule de groupes américains qui demandent carrément l'arrestation de Charles Anderlin. Je crois qu'il faut redevenir sérieux, quoi. On est en train de créer une forme de fausse victime de Charles Anderlin. Ça n'est pas une victime. Aujourd'hui, Charles Anderlin et France 2 sont responsables de la mise en scène. C'est une bonne précision. Alors, Philippe, alors maintenant que les journaux Maariv, Israël Hayom, Makor Chaim, Yehudot, Aorot, Haaretz, les 3 chaînes de télévision israéliennes publient donc du rapport de Ahmed Al-Doura. Alors qu'est-ce que ça te fait à toi qui pendant 13 ans a prêché seul dans le désert? Qu'est-ce que tu ressens? Alors d'abord, j'ai pas prêché totalement seul dans le désert, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi. Des gens comme Nahum Shahab, des gens comme le regretté Gérard Hubert, comme Stéphane Juffa de la MENA, Véronique Chebna, enfin je vais pas tous les citer, mais Richard Praski aussi du CRIF m'a beaucoup aidé, enfin beaucoup de gens m'ont aidé, Pierre Rehov qui était là dès le départ, donc beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. C'est sûr que ce qui a été vraiment le plus dur pendant toutes ces années, c'est d'éveiller l'intérêt des Israéliens. Et donc c'est une immense satisfaction, mais le côté triste de cette satisfaction, c'est que ce n'est pas moi qui ai réussi à éveiller l'intérêt des Israéliens, mais c'est Mohamed Merah. C'est Mohamed Merah qui, avant d'être abattu par la police française, a déclaré j'ai tué les enfants de l'école juive de Toulouse pour venger les enfants tués à Gaza, les enfants palestiniens tués à Gaza. Et ensuite, certains de ses petits camarades ont dit que c'était en rapport avec Mohamed Al-Doura. Donc c'est complètement fou que ce soit. Il a fallu attendre 12 ans pour avoir cette prise de conscience israélienne qu'il fallait vraiment enquêter sur ce sujet-là. Je pense, Philippe, que tu es un peu trop modeste, parce que je pense que tout ton travail pendant 13 ans, il a été pour beaucoup. Sincèrement, j'aimerais bien pouvoir crâner et dire que oui, mais en fin de compte, c'est véritablement Mohamed Merah qui a fait ce travail, malgré lui, d'éveil des consciences. Les Israéliens n'ont pas compris que l'affaire Al-Doura était si importante dans la propagande mondiale contre Israël et contre les Juifs. C'est ça le problème dès le départ. Oui, Philippe Carsanti, il y a d'autres sujets sur lesquels j'aimerais avoir des précisions. Et je voulais savoir si de ton côté, tu avais des informations, si tu avais des nouvelles de ce qu'était devenu Jamal Al-Doura, savoir si de son côté, il avait des contacts actuellement, ou est-ce qu'il est retourné en Israël, est-ce qu'il est retourné auprès de son employeur israélien, qui lui-même le connaissait bien? Non, je pense que non. Jamal Al-Doura vit à Gaza. L'argumentaire complètement loufoque de Jamal Al-Doura qui dit on va exhumer le corps de mon fils pour faire une trace d'ADN et vérifier que c'est bien mon fils. Alors d'abord il peut très bien s'agir du garçon de son fils qui sera dans cette tombe. Dans ces cas-là, on aura le même ADN, mais qu'est-ce qui nous prouvera les circonstances de sa mort? Ça, on n'en sait rien. Ça peut être aussi un autre de ses enfants qui peut être décédé dans cette tombe, et donc ça ne nous prouve rien, alors qu'il y a une preuve toute simple qu'il peut apporter. C'est lui-même venir se faire expertiser par des médecins indépendants à Paris ou ailleurs, des médecins indépendants qui verront la forme de ces cicatrices. Est-ce que les cicatrices qu'il a sur le corps correspondent à des tirs de balles ou correspondent à des coups de couteau, des lames et des scalpels tels que nous avons pu le prouver ces dernières années. Oui, mais ça, Philippe Carsanti, on le sait déjà, puisque le docteur Yehuda David lui-même, qui l'avait soigné, l'a confirmé. Mais dans ce que je voulais parler, c'était savoir s'il était retourné en Israël, soit, non pas pour des raisons de médicales ou pour subir les examens, mais pour savoir s'il avait repris sa vie normale, entre guillemets, auprès de son employeur, ou s'il continuait peut-être même à faire des conférences, lui aussi, à faire des visites comme il a fait à travers plusieurs pays arabes. Alors, je ne
ça, je ne sais pas du tout ce qu'il fait de son temps, mais en tout cas, ça me semblerait très hasardeux pour lui qu'il aille se déplacer en Israël. La situation pour lui n'est absolument pas confortable, parce que s'il allait en Israël, les Israéliens pourraient, pour une raison quelconque, l'interroger et voir... C'est d'ailleurs pour ça l'objet de ma question, parce que si le fait qu'il ne revienne pas, c'est aussi parce qu'il a des choses à cacher ou des choses à craindre. Et, la pression, elle est des deux côtés. Elle est aussi du côté des Arabes palestiniens qui le menacent aussi en même temps, si jamais il révélait ou s'il disait des choses qu'il ne fallait pas dire. Enfin, il a aucune raison d'aller en Israël dans les circonstances actuelles, et je pense qu'il est dans une situation où son intérêt n'est pas d'aller en Israël, son intérêt n'est pas de se faire expertiser, sinon il l'aurait fait depuis bien longtemps. Vous savez, ça fait 12 ans que cette polémique existe. Il aurait très bien pu dire, écoutez, moi je vais vous montrer mes cicatrices et je vais vous prouver que les cicatrices que j'ai correspondent bien à des blessures d'armes de guerre. Il ne l'a pas fait. Je pense que le fait qu'il évite ces expertises prouve bien que Mais le témoignage du docteur Yehuda David, il me semble, en tout cas, avec les vidéos et son témoignage, elles sont largement suffisamment crédibles. D'un autre côté, oui, mais attendez, non, je vous arrête, je ne suis pas d'accord du tout. Il faut laisser chaque partie parler. Yehuda David a parlé, c'est une chose, c'est intéressant, mais je pense que le père, on a le droit aussi de voir ses blessures. Il a le droit de se faire expertiser. Et s'il n'avait rien à cacher, je pense qu'il serait venu à Paris ou ailleurs pour faire expertiser ses blessures. Il ne le fait pas. Bien, je pense que cela... Et encore un dernier point technique que je voulais savoir, est-ce que, puisqu'on a parlé de balistique, je sais qu'il y a eu des spécialistes qui se sont penchés sur le problème en prouvant justement que les tirs et la direction du tir étaient bien prouvables par rapport à différents éléments techniques que je ne vais pas énumérer parce que c'est un peu plus long, il faudrait plus de temps, mais malgré ça, est-ce que la balistique a déterminé aussi les types de balles? Parce qu'on sait très bien que les fusils ne sont pas les mêmes d'un côté comme de l'autre, on n'utilise pas non plus les mêmes cartouches, et puis ensuite ça donne d'autres informations. Est-ce qu'il y a une balistique qui a été assez poussée du côté israélien ou du côté autre de spécialistes dans ce domaine? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la balistique, l'expertise balistique, elle prouve quoi? Elle prouve que les 8 impacts de balles qui sont sur le mur viennent tous du côté palestinien et non du côté israélien. L'analyse balistique aussi prouve que, donc par la forme des tirs dans le mur, puisque ce sont des tirs ronds, et que ce sont des formes rondes. Si les tirs étaient venus de la position israélienne qui est en angle, au lieu d'avoir des impacts ronds, on aurait eu des impacts ovales. L'analyse balistique aussi et scientifique et médico-légale prouve aussi que ni le père ni l'enfant n'ont reçu de balles dans leur corps, puisque on voit très très bien que les vêtements, les corps et le mur sont totalement intacts, alors que à eux deux, ils sont censés avoir reçu 15 balles d'armes de guerre. J'insiste bien sur 15 balles d'armes de guerre, pas une goutte de sang. C'est quand même très très étrange. Oui, ce sont des détails qui méritent aussi d'être relevés et c'était bien de le répéter. Alors, j'aimerais peut-être donner la parole à Jacques Ashkelon. Jacques, oui. Je pense que tu es revenu, oui. J'ai une question pour Philippe. Voilà, après ce rebondissement tardif d'Israël, qui est bien, mais bon, un peu trop tardif à mon goût, je voudrais savoir comment réagissent aujourd'hui certains de la communauté juive en France qui t'ont mis des bâtons dans les roues pendant ces 12 ans. Est-ce que tu as des échos? Alors, sincèrement, d'abord, moi je voudrais parler d'abord de ceux qui m'ont toujours soutenu. Je pense aux gens comme Richard Praskier ou Roger Kuckerman du CRIF qui ont toujours été là. Et même quand les Israéliens se sont opposés, quand les ambassadeurs israéliens, Danny Sheikh et autres, ont voulu les empêcher de m'aider, ils ont toujours été là du bon côté. Écoute, ceux qui m'ont vilipendé pendant tant d'années, je veux dire, dans les cercles communautaires, on ne les entend plus. En revanche, et là je voudrais dire quelque chose, et je pense que c'est quelque chose de très important que doivent entendre tes auditeurs à Radio Shalom Nissan, Radio Shalom Paris a été encore ignoble, puisque mardi soir, ils ont fait une émission où les auditeurs ont posé beaucoup de questions sur l'affaire Al-Doura. Ils ont encore défendu leur ami Charles Anderlin, qui est un grand journaliste. Ils ont encore, je dirais, été assez désagréables à mon égard. J'ai été obligé d'appeler pour faire cesser ces propos qui étaient véritablement désagréables à mon sujet. En revanche, ils ont continué, et à la fin de l'émission des auditeurs, le président de la radio a déclaré, a ordonné à ses journalistes de ne plus parler de l'affaire Al-Doura et a rappelé que Charles Anderlin était un ami.
Voilà, je pense que c'est très important. Sachez que quand vous écoutez Radio Shalom qui vient de Paris, vous avez des gens qui défendent Charles Anderlin, qui défendent une mise en scène. Et je suis désolé de le dire, mais c'est très important. Philippe, il n'y a pas à être désolé, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Je pense que chaque camp peut s'exprimer, et c'est vrai que il y a eu ça a créé des clivages. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, et peut-être pour finir sur le sujet, c'est, bon, il y a eu cette avancée en Israël. La France n'a pas, apparemment, les médias français n'ont pas du tout, enfin très peu, réagi. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre dans la suite de ce dossier? Écoutez, d'abord, que les choses continuent. Alors, les médias français, on en a quand même un petit peu parlé. Ça bouge quand même pas mal. J'ai été contacté par des professeurs d'analyse de médias qui ne connaissaient pas le dossier et qui, grâce au rapport israélien, s'y sont penchés et qui me disent tiens, finalement, ça vaudrait peut-être la peine de regarder tout ça. Donc, je pense qu'au niveau intellectuel et politique, les choses évoluent. Donc ça, c'est la première chose en France. Maintenant, en Israël, qui était véritablement, je dirais, le cadenas de cette affaire, ça évolue aussi favorablement. Écoutez, moi je vais continuer à faire connaître la vérité, je vais continuer à diffuser des informations, et puis on va attendre sereinement le verdict du 26 juin. Si je suis condamné le 26 juin, ça ne voudra absolument pas dire que le reportage était authentique. Ça ne va pas rajouter du sang sur des corps qui n'en ont pas vu, ça ne va pas empêcher l'enfant soi-disant mort de lever le coude et de regarder la caméra, mais simplement ce sera une condamnation technique. Donc j'attends avec sérénité cet arrêt de la Cour avec patience, au bout de 13 ans, on en a un peu, oui. Voilà, donc si jamais je venais à être condamné, ce ne sera qu'une péripétie technique de plus. Et si je venais à gagner, écoutez, ce sera aussi qu'une avancée, mais la vraie reconnaissance doit venir de France Télévisions. France Télévisions doit reconnaître la mise en scène. Le Charles Anderlin, je pense qu'il ne le reconnaîtra jamais parce qu'il est trop embarqué dans cette affaire-là. Et je pense que ce sera aussi à l'État français de faire le point sur l'état de la démocratie française. Une démarche. Quand une chaîne de télévision publique peut mentir à ce point-là sur un sujet aussi important. Oui, et de reconnaître au moins qu'elle a été dupée. Ça, c'est sûr. Philippe Karsenty, un grand merci. Je pense qu'on va se retrouver dans quelques temps. Mais en attendant, merci pour l'éclairage de nouveau apporté sur cette affaire Al-Doura. On te dit vraiment une bonne continuation, réussite dans ce qui a été entrepris depuis des années. Et Philippe, à très bientôt alors. Merci et à bientôt. Merci à vous tous. Merci encore à vous tous et à très bientôt à votre disposition.